Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, le deuxième du week-end. C'était pas prévu, un épisode qui, du coup, après Kevin O'Neill, sera consacré à un autre grand artiste qui nous a quittés cette semaine, Carlos Pacheco. Et donc voilà, c'était vraiment une semaine de merde. Alors, ok, on savait que Carlos Pacheco était malade. Fin septembre, il avait annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière et qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Maladie de Charcot qui est une maladie dégénérative et fatale à moyen terme. Mais les choses sont quand même allées très très vite et Carlos Pacheco est donc décédé mercredi dernier. Alors donc, voilà, en guise d'hommage, on va revisiter quelques épisodes de ses 30 ans de carrière et quelques-unes de ses plus belles œuvres. Alors, Pacheco, qui est né en 1961, a débuté sa carrière dans son pays natal, en Espagne, au tout début des années 90, où il a travaillé pour des éditeurs locaux, et il s'est assez vite fait repérer par Marvel UK, qui était l'antenne européenne de Marvel, chargée de dénicher des artistes locaux. Et en 1993, il dessine une première mini-série qui s'appelait Dark Guard, et il tape tout de suite dans l'œil des éditeurs américains, et on le retrouve du coup l'année suivante, à la fois chez DC et chez Marvel. Alors, chez DC, il va dessiner 3 numéros de The Flash, dont le numéro 100, qu'il dessine avec son compatriote Salvador Larroca. En gros, ils se partagent, Larroca dessine la première moitié de ce double épisode, et Carlos Pacheco dessine la seconde moitié. Alors, en fait, il réalise uniquement les layouts sur cet épisode, et c'est un autre dessinateur espagnol, Oscar Jiménez, qui assure les finitions. Alors, sur cet épisode, on reconnaît quand même assez difficilement son style. Là, on est plus du côté de... on dirait un peu du sous Jim Lee. C'est pas vilain, la narration est plutôt très correcte, surtout par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque. Mais c'est quand même pas du Carlos Pacheco tel qu'on le connaît. Mais en fait, hormis cet épisode de Flash, et il en a fait 3 en tout, euh, il va d'abord travailler principalement chez Marvel. Et chez Marvel, on lui confie notamment son premier travail, c'est la mini-série Bishop, écrite par John Ostrander, et où Pacheco est ancré par Cam Smith. Alors là encore, c'est un style de dessin qui obéit vraiment au canon de l'époque. On est encore sous l'influence de Jim Lee et consorts. Son trait est quand même déjà un peu plus reconnaissable sur ces épisodes. Et puis, pareil, au niveau du storytelling, c'est bien meilleur que ce qui pouvait se faire à l'époque. À part ça, voilà, c'est une mini-série qui est quand même très anecdotique. J'ai pas relu ça depuis l'époque. Par contre, juste après ça, il va faire un truc nettement plus intéressant, c'est la mini-série X-Universe. Ce qui était paru, c'est une mini-série en 2 numéros, qui était parue dans le cadre de Age of Apocalypse. Et X-Universe, en fait, c'est un récit qui met en scène les personnages non mutants de l'univers Marvel dans ce cadre, cet univers reconstitué de Age of Apocalypse. Et donc on va retrouver Tony Stark, on va retrouver Donald Blake, Bruce Banner. Et là, au niveau dessin, on commence vraiment à retrouver le style de Carlos Pacheco, avec quelques vraiment très très belles planches. Et on le sent que voilà, l'univers post-apocalyptique de Age of Apocalypse, ça l'inspire. Et il fait vraiment des planches très intéressantes sur le premier numéro. Là voilà, ce Hulk, là on reconnaît bien le trait de Pacheco. Alors, le dessin est nettement moins réussi sur le deuxième épisode, que Pacheco d'ailleurs réalise pas entièrement. C'est Terry Dodson qui signe les dernières planches de l'épisode. Mais sur ce premier épisode, là on commence vraiment à se dire qu'il y a un truc intéressant chez ce dessinateur. Dans la foulée, il va réaliser une autre mini-série avec Warren Ellis cette fois au scénario,
et qui est Starjammers, avec donc les personnages liés aux X-Men, dont Corsair, le père de Cyclope. Là, pareil, le cadre space opéra, ça lui convient vraiment bien. Voilà, ça donne des planches assez cool comme ça. Et on sent que voilà, son trait est de plus en plus affirmé. On reconnaît de mieux en mieux. C'était paru en France, ça, dans Titan, si je dis pas de bêtises. Et ça nous donne un résultat, ça commence à vraiment être intéressant. Dans la foulée de cette mini-série, il va continuer à travailler avec Warren Ellis sur Excalibur. Il va faire 3 épisodes, je crois. Mais Starjammers, ouais, non, c'est vraiment une réussite. Et Excalibur, ouais, je crois qu'il fait 3 épisodes. Sauf qu'au même moment, on lui confie les 2 derniers épisodes de Fantastic Four, la première série, qui était paru. Alors, le tout dernier épisode de Fantastic Four, volume 1, le 416, était paru dans X-Men Saga en France, chez Panini. Et on retrouve à nouveau son style qui s'affirme de plus en plus. Et il est ici ancré par Bob Wiacek. Sur les précédents, il était ancré par Cam Smith. Et là, c'est un épisode historique parce que voilà, dernier numéro de la toute première série Marvel. Un épisode qui lui permet de dessiner un bon paquet des adversaires classiques des Fantastiques. On retrouve voilà, le Super Skrull, Blastar, on y retrouve les Inhumains, Submariner, et cette page finale. Et donc voilà, cet épisode historique de Fantastic Four, c'est à lui qu'on l'a confié. Et dans la foulée, eh ben, il récupère les X-Men. Il revient à l'univers X et il va dessiner pendant 1 an à peu près, pendant que c'est l'époque où dans Uncanny X-Men, c'est Joe Madureira qui dessine et lui récupère l'autre série X-Men. Alors c'est écrit par Scott Lobdell, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux au niveau des scénars des X-Men. Mais là, voilà, il continue d'affiner son style. Là, sur cet épisode, il est ancré par Art Thibert. Et le résultat est tout à fait réussi. Hop. Voilà, là, c'est un épisode qui préfigurait l'opération Zéro Tolérance, où on va arriver le Iron Man de Heroes Reborn, qui avait été relooké par Will Portaccio. Donc, ouais, il continue de s'améliorer au fil des épisodes. Et puis voilà, X-Men, c'était encore à l'époque la plus grosse franchise Marvel. Donc, Marvel croyait vraiment en Pacheco pour lui confier les rênes de la série. Et après ça, après son travail sur X-Men, il va passer aux Avengers avec, dans un premier temps, un annuel. Un annuel Avengers Squadron Supreme qui était paru en 1998, écrit par Kurt Busiek. Et pour la première fois chez Marvel, il est ancré par son pote et son compatriote Jesus Merino. Et là, vraiment, on a le Carlos Pacheco, que c'est du pur Pacheco, voilà. Et c'est un épisode qui doit faire une trentaine, entre 30 et 40 pages, et qui va servir un peu d'essai pour... voilà, ça c'était la couverture de l'annuel.
ça va servir de bout d'essai pour le job suivant de Pacheco, avec toujours Kurt Busiek au scénario et toujours Jesus Merino à l'ancrage. Et ce boulot, voilà, c'est Avengers Forever, une maxi-série en 12 épisodes, parue entre 99 et 2000. Et alors, Avengers Forever est ressorti le mois dernier chez Panini, dans leur collection Best Of. Alors, je voulais en parler. Je voulais faire une vidéo spécialement dessus. J'ai commencé à le relire et j'avoue, je suis pas allé au bout du truc. Au niveau scénar, alors c'est un espèce de gros bordel temporel avec plusieurs versions de Kang qui s'affrontent et des Avengers de différentes périodes temporelles qui se retrouvent réunis. On a Captain America au moment où il abandonne son costume et juste avant qu'il enfile le costume de nomade dans les années 70. On a deux versions d'Hank Pym, une version Giant Man, une version Yellow Jacket. On a Hawkeye, on a Songbird et on a Captain Marvel Junior, enfin le fils de Captain Marvel, dont c'est une des toutes premières apparitions. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on se rend compte sur des planches comme ça. À l'époque, moi je me suis dit, bah voilà, on a trouvé le nouveau Georges Pérez, quoi. Un type capable de réaliser des planches comme ça, ultra détaillées, de bastons, où s'affrontent des dizaines et des dizaines de protagonistes. Il n'y en a pas 36 qui sont capables de le faire. Et, alors au niveau scénario, c'est un foutoir pas permis. La caractérisation des personnages est vraiment très caricaturale. Et puis, c'est quand même assez bavard, quoi. Donc j'avoue que je suis pas allé au bout de ma relecture, mais voilà, au niveau dessin, en plus, un des intérêts du scénario de Busiek, c'est de ressortir des personnages un peu des marges de l'univers Marvel, comme ici on a Killraven, et on en a d'autres qui apparaissent par la suite. On a les personnages de western Marvel, on a Nick Fury, période Howling, comment il s'appelle, époque Deuxième Guerre mondiale. Et puis voilà, il s'amuse à faire, à revisiter certains personnages et certains designs. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ce genre de choses absolument magnifiques. Donc là, ceux qui étaient passés jusque-là à côté de Carlos Pacheco, à partir de là, c'est quand même à peu près impossible de l'ignorer. Et voilà, il réalise des planches. Il n'y a pas énormément de dessinateurs capables de faire ce genre d'énormes bastons. C'est l'influence de Georges Pérez dans la composition des planches, elle est évidente. Et il est au moins aussi bon que le maître sur ce genre de job. Voilà, tout ça finit évidemment en baston général et c'est magnifiquement géré, quoi. Et du coup, après Avengers Forever, on va le retrouver fin 2000 sur Fantastic Four, où il est au dessin et au scénario. Alors en France, c'était paru dans Marvel Elite, chez Panini, et il va faire 20 numéros écrits et dessinés. Alors, il a écrit la série du 35 jusqu'au 54, avec Rafael Marín, qui est aussi un scénariste espagnol, avec qui il avait bossé à ses débuts en Espagne. Et alors, il dessine les 5-6 premiers épisodes, et puis ensuite, ce sera plus épisodique. Il arrête de dessiner la série au 49. Les tout derniers épisodes qu'il écrit sont dessinés par Mark Bagley. Et avant ça, il y a eu des épisodes dessinés notamment par Stuart Immonen. Donc, il est au scénario avec Rafael Marín et assez vite, il y a Jeff Loeb qui les rejoignent pour les dialogues.
Et c'est alors c'est pas une période qui a beaucoup marqué finalement les fans de Fantastic Four. Ça se situe entre le run de Chris Claremont et Salvador Larroca, et avant celui de Mark Waid et Mike Wieringo, qui ressort là en omnibus chez Panini. On sent qu'il s'est vraiment fait plaisir, notamment voilà les premiers épisodes. Ça met pas ça met des seconds couteaux en avant. Diablo. Dans les épisodes suivants, on a la gargouille grise, Grey Gargoyle. Il s'amuse avec l'univers des Fantastic Four. Il réussit quand même bien à revisiter les personnages, et notamment même un personnage comme Grey Gargoyle, qui est quand même pas le vilain le plus passionnant du monde. Il réussit à en faire quelque chose d'intéressant. Je vous montrerai ça dans l'épisode juste après. Alors par contre, j'avoue que je suis pas fou de la couleur sur cet épisode. Je trouve que ça écrase un peu son dessin. Là, on a le Baxter Building relooké en plein espace. Et on a voilà ce genre de planche. Voilà, la gargouille grise, qui est quand même un super vilain assez ringard. Et bah, sous le crayon de Pacheco, il arrive à le rendre cool, quoi. Et donc il va s'occuper des Fantastic Four pendant un peu plus d'1 an et demi. Et puis il va quitter Marvel pour aller chez DC Comics. Il va commencer par faire quelques couvertures, et puis il va sortir ceci, un crossover entre la Justice League et la Justice Society, écrit par David Goyer et Geoff Jones. Jesus Marino l'a accompagné chez DC. Alors, c'était sorti à l'origine en hardcover, ce qui était vraiment le format le plus prestigieux à l'époque pour les comics. Et c'est un peu une manière de dire pour DC, bienvenue à Pacheco, on te donne le plus bel écrin, et vas-y, fais-nous tes plus belles planches, et c'est le cas. Alors là aussi, il met en scène à peu près 2 douzaines de personnages entre ceux de la Justice League et ceux de la Justice Society, et il y a des choses absolument à tomber, quoi. Tout ça est quand même très très beau. Avec, comme ça, un hommage en passant à Shazam, Captain Marvel. Et voilà nos héros réunis. Donc voilà, ça c'est son premier travail, hormis les épisodes de Flash qu'il avait fait quelques années plus tôt. Là, pour son retour chez DC, il commence par ce très très bel album. Et on est donc en 2002. En 2003, il va faire son seul travail en creator own, qui est Arrow Smith. Alors c'est bête, j'ai plus la mini-série. J'ai juste retrouvé ce one-shot Astro City Arrow Smith, le flipbook. Mais Arrow Smith, donc, c'est écrit par Kurt Busiek. Et en gros, c'est la Première Guerre mondiale revisitée dans un univers de fantasy, où on a toutes sortes de créatures magiques, y compris des dragons. C'est un truc très chouette. C'était sorti en France chez Édition USA en 2003. Et j'étais persuadé que c'était ressorti par la suite. Et en fait, apparemment, ça n'a jamais été réédité ailleurs. Et comme là, il y a... le dernier travail de Pacheco, c'était sur une nouvelle mini-série Arrow Smith, toujours avec Busiek au scénario. J'espère qu'un éditeur va enfin s'intéresser à nouveau à cette série, qui est là aussi un de ses plus beaux travaux au niveau dessin. J'essaierai de récupérer un exemplaire et de consacrer une vidéo spécialement à
à cette série, qui était vraiment chouette. Par la suite, en 2005, Pacheco rejoint Jeff Loeb sur Superman Batman, qui est paru en France chez Panini Comics à l'époque où il détenait les droits de DC, qui a été réédité il y a quelques années chez Urban en album, avec d'autres épisodes. Et donc ils font une histoire en 5 numéros, ça va du numéro 14 au 18, avec... c'est une uchronie en fait, où Batman et Superman ont pris le pouvoir et font régner la loi et l'ordre de manière extrêmement brutale. Les Hitler Twins, les jumeaux Hitler comme les appelle Green Arrow. Et donc du coup c'est un peu comme avec Avengers Forever, ça va permettre à Pacheco de mettre en scène, là c'est Wonder Woman relookée dans cet univers réécrit, on comprendra pourquoi au cours de la série. Donc ça lui permet de relooker certains classiques de l'univers d'ici. Ça lui permet aussi de revisiter des personnages secondaires mais intéressants, comme là on a Deadman sur la page de gauche. L'épisode suivant, on a l'univers de Kamandi de Jack Kirby, où là aussi Pacheco se fait vraiment plaisir. Jonah Hex, là aussi, voilà, l'univers du western DC Comics. Et donc il a fait cette histoire en 5 numéros. Et après ça, il est passé sur Green Lantern, sur la série relancée avec Hal Jordan après la mini-série Green Lantern Rebirth. Il prend la nouvelle série écrite par Geoff Jones au numéro 1. Il dessine les 3 premiers épisodes. Ensuite, on a du Ethan Van Sciver et du comment s'appelle-t-il, Simone Bianchi. Et il revient par la suite pour quelques épisodes. Là aussi, on a des choses assez intéressantes visuellement. L'univers de Green Lantern, c'est un univers qui lui convient vraiment bien. Et puis, dans la foulée, en 2006, il va retrouver Kurt Busiek pour des épisodes de Superman, qui étaient apparus en France dans Superman Batman, toujours chez Panini Comics. Et ils font ensemble l'arc Camelot Falls, je crois que ça n'a pas été réédité en France depuis cette édition en revue. Et je crois que c'est un de ses plus beaux travaux au niveau de la précision du trait. Il fait des planches assez incroyables, notamment sur les épisodes suivants. Si je prends celui-ci par exemple, voilà. Au niveau de la composition, c'est quand même à tomber, quoi. Au niveau du détail et de la précision de l'architecture et tout, c'est assez magnifique. Si je prends encore celui-ci, il y a... Est-ce que c'est dans celui-là? Voilà. Il y a cette image de Superman que je trouve assez dingue. Au sortir d'un volcan. Il a l'air moyennement content. Donc là aussi, c'est vraiment un très chouette boulot. Et c'est un de ces derniers chez DC Comics. Il va filer un coup de main sur Final Crisis pour finir la série qui menaçait de prendre du retard. Et alors, il a dessiné un seul épisode de Justice League of America en 2008, numéro 21, écrit par Dwayne McDuffie. C'est dommage, il était fait pour travailler davantage sur la Justice League
comme il a bossé sur Avengers. Et bah non, c'est le seul épisode qu'il a fait. Et ensuite, il va retourner en 2009 chez Marvel. Il va signer avec eux un contrat d'exclusivité. Et Marvel va le faire d'abord travailler sur l'univers Ultimate, à l'époque où ils espéraient encore un peu sauver la ligne. Donc il va créer avec Mark Millar la série Ultimate Avengers. Il va dessiner Ultimate Thor dans la foulée. Et puis on va le retrouver à nouveau sur les X-Men. Alors, par exemple, le premier numéro de la mini-série Schisme, qui ressort ce mois-ci chez Panini, c'est lui qui le dessine. Mais, alors j'avoue que, à partir de là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus tout à fait dans son dessin. Je trouve que son trait, c'est un peu raidi, ses personnages sont un peu figés. Il n'y a pas la rondeur qu'il y avait auparavant. Alors ça reste chouette, quoi. Il y a du gros boulot derrière, et les planches qui fonctionnent bien. Mais, je sais pas, il y a un truc qui s'est perdu, je trouve. Même si, voilà, ça a de la gueule. Mais, ouais. Les derniers les travaux qu'il fait à son retour chez Marvel, j'avoue que je suis un peu moins fan que ce qu'il a fait dans la décennie précédente. Et Marvel va souvent faire appel à lui pour lancer de nouvelles séries. Par exemple, quand il relance Uncanny X-Men, avec Kieran Gillen au scénario, où il est ancré par c'est Cam Smith, je crois. Pareil, c'est ok, c'est bien, mais c'est pas du grand Pacheco, je trouve. Et puis en plus, voilà, il va dessiner quoi, les deux premiers épisodes d'Uncanny X-Men, quelques planches sur le troisième, et puis il cède sa place assez vite. Et ça va être, on le retrouve un peu sur quelques numéros par la suite, mais ça va être un peu toujours comme ça dans les années qui suivent, c'est que voilà, il fait deux trois épisodes sur une série, et puis il cède la place, et puis on le revoit plus tard, ou on le revoit pas. C'est un peu bizarre. Donc il a lancé une série Cable aussi, c'est lui qui a fait les premiers numéros. Mais je sais pas pourquoi il s'est pas installé sur une série sur la durée. Et puis on le retrouve sur des choses un peu curieuses comme le Captain America à l'époque où Rick Remender écrivait la série. Et là, alors c'est lui qui dessine et on a confié l'ancrage à Klaus Johnson. Alors qui est un excellent encreur, mais qui a quand même un style très fort. Et je trouve qu'on est là, on est vraiment en conflit entre le dessin et l'ancrage, et que ça fonctionne pas. Ils ont fait, je crois, deux épisodes ensemble, et voilà, c'était vraiment une curieuse idée de les marier, mais c'est pas très réussi à mon avis. Et alors, un des derniers travaux, on va finir là-dessus, c'est à l'époque de Secret Wars. C'est la mini-série, il retrouve des personnages qu'il avait déjà mis en scène, c'est la mini-série Squadron Sinister, écrite par Mark Guggenheim. C'est un peu plus proche de ce qu'il faisait 10 ans plus tôt. Là, on est en 2015. Et voilà, il y a un peu plus au niveau des visages, on retrouve un peu davantage son style habituel. Mais voilà, ces dernières années, il faisait quand même plus de couverture que d'intérieur. Et puis donc en 2022, il est revenu avec Kurt Busiek à l'univers d'Aerosmith. Ils ont fait une deuxième mini-série intitulée Behind Enemy Lines. Et ils avaient en projet donc une troisième qui malheureusement voilà, verra jamais le jour. Et j'espère quand même qu'un éditeur français va se pencher là-dessus, va rééditer la première mini-série et nous sortir cette mini-série qui est sortie en septembre en trade paperback, pardon, aux États-Unis, et que j'aimerais bien lire.
J'avais prévu de la prendre, donc je pense que je vais me la commander assez prochainement. Et donc voilà pour rapidement la carrière de Kurt Busiek. De Carlos Pacheco. Mon Dieu. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer de publier une nouvelle vidéo, soit mercredi, soit plus vraisemblablement jeudi. Et puis dimanche, eh ben, à nouveau une semaine en comics, qui cette fois, j'espère, ne sera pas un hommage à un artiste disparu, ça commence à bien faire là. Donc bah, d'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et puis surtout, vous pouvez lire des comics. Soyez sages et à bientôt.